Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps et que j'avais découvert durant mon adolescence. À l'époque il m'avait vraiment marqué et il m'avait semblé très violent. Donc je l'ai revu avec grand plaisir et non seulement ça percute toujours, mais en plus thématiquement c'est très profond et je dirais même prophétique. Donc j'ai fait un petit montage comme d'habitude, je vous en souhaite un bon visionnage pour ceux qui le souhaitent et je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le voulez. A bientôt. Dans les années 70, Norman Jewison, le réalisateur qui venait d'enchaîner 2 comédies musicales avec Un violon sur le toit et Jésus-Christ Superstar, avait remarqué la montée de la violence dans le sport, notamment dans le hockey de son Canada natal, où la vue d'une trace de sang sur la neige avait survolté le public. Il s'en inquiéta. Quand il découvrit la nouvelle de William Harrison, Rollerball Murder, dans le magazine The Esquire, il l'acheta et décida d'en faire son prochain long. C'est un homme qui a toujours été sensible à la politique et qui regardait d'un œil inquiet des grands groupes financiers acquérir toujours plus de puissance, menaçant la démocratie elle-même. Surtout si ces corporations parvenaient à s'acheter leurs propres médias, que ce soit journaux, télévision, pouvant ainsi influer sur la pensée de la population. L'œuvre de Harrison était donc un bon support pour exprimer ses inquiétudes et surtout, comme il l'espérait, dénoncer une certaine violence. Apprenant l'achat de sa nouvelle pour une adaptation ciné, Harrison, son auteur, contacte Jewison afin de se proposer pour l'écriture du scénario. Malgré son inexpérience dans le domaine, le réalisateur accepte une collaboration de 6 semaines. Il restait le plus dur, trouver la salle qui accueillerait la reine sanglante. Il la fallait circulaire. Le choix s'est porté sur la toute jeune salle de basket datant de 1972, élaborée pour les Jeux Olympiques de Munich. Le chef décorateur John Box dut la redesigner afin qu'elle présente une piste circulaire avec inclinaison très prononcée. On fit appel à l'architecte allemand Herbert Schurmann, reconnu pour la qualité de son travail, précisément dans ce domaine. Il fut décidé que la piste serait en bois afin de limiter les inévitables blessures, mais suffisamment solide pour supporter le poids des motos au lieu des vélos habituels pour ce type de piste. La nouvelle de Williamson étant assez élusive sur les règles du jeu Rollerball, il fut nécessaire de les définir plus précisément pour le film, ce qui ne fut pas une mince affaire. Il fallait aussi trouver les fameux joueurs. On recruta les meilleurs cascadeurs du moment, dont un certain Dick Warlock, l'interprète de Michael Myers dans le 2e Halloween. C'étaient de bons cascadeurs, mais il fallait qu'ils apprennent à faire du roller. Et bien. De même pour les acteurs principaux. On fit appel à des skateurs de roller derby également. Mais tout le monde fut surpris en découvrant l'inclinaison de 35 degrés de la piste à Munich. Les cascadeurs durent s'entraîner encore plus, de même que les motards, afin de tenir sur cette piste. L'importance du rôle des cascadeurs fut telle qu'ils ont eu le droit à leur crédit au générique à une époque où la pratique était encore rare. De nombreux incidents furent à déplorer, rien d'étonnant car il fallait aussi roder les acteurs et cascadeurs à ce nouveau jeu. On fit finalement un essai, mais le nombre de chutes était si élevé qu'on arrêta les frais assez rapidement. On récupéra cependant pas mal de scènes issues de ce match. Le film dénonçait aussi la façon dont les sportifs étaient utilisés afin de divertir les peuples, de canaliser leur violence, comme à l'époque romaine et ses fameux gladiateurs. Jewison et Harrison ont imaginé un monde où des sociétés corporatistes ont pris le pouvoir et gèrent le monde. Plus de guerre, mais une individualité domptée et endormie par des avantages financiers et en nature, tant que chacun suit les règles instaurées par ces sociétés. Même l'amour est devenu une simple location temporaire. La photographie est due au grand Douglas Slocombe, qui collaborera longtemps avec Steven Spielberg sur les Indiana Jones notamment. Cependant, les caméramans sportifs ont fait de superbes focus à près de 60 km/h. Les décors, dits futuristes, sont essentiellement des constructions allemandes bien réelles, la fameuse piste du rollerball donc est en fait le Seldmeier Sporthalle, une salle de basket à Munich. Le siège social de la corporation de Houston dans le film se situe dans les tours de BMW et le muséum BMW, dont l'architecture futuriste à l'époque restitue tout à fait la période dans laquelle se déroule l'histoire. Jewison, par volonté, mais aussi par manque de moyens, ne souhaitait pas un futur trop clinquant. Il sut rester intemporel dans les costumes, les coupes de cheveux,
Ce qui nous rappelle une amusante anecdote. À l'époque, beaucoup des jeunes figurants portaient des longs cheveux. D'abord réticents, ils ont accepté de les couper quand on leur a proposé une prime de 10 marks de plus pour un salaire initial de 50 marks. On dut également recruter des figurants pour le public japonais du second match. Il fallut passer une annonce dans les hôtels de Munich. La production était soulagée de trouver 150 participants. Comme nous l'avons indiqué, le tournage ne fut pas de tout repos, et nombre d'incidents sont à déplorer. Ainsi, le cascadeur Greg Baxley évoque l'accident de son ami Tony Brubaker, interprète de Blue, qui s'est cassé la jambe en heurtant le mur longeant la piste. D'ailleurs, celui-ci fut plutôt déçu en visionnant le film terminé. Il n'y a pas retrouvé les sensations exaltantes du tournage, regretta que le film ne soit pas assez immersif pour les spectateurs. On pourra contester cette opinion tant la puissance du montage d'Anthony Gibbs reste moderne et efficace, rendant la violence plus graphique qu'elle ne l'est en réalité, tant Jay Wilson a su rester sobre à ce niveau-là. Nombre des prises de vue sont filmées par les caméramans sportifs allemands et sont issues du match officiel entre les cascadeurs. James Caan à l'époque était très actif. On se rappelle de son rôle dans Le Parrain comme Sonny Corleone, le fiston un peu trop impétueux. Il s'est beaucoup entraîné pour le rôle, lui, qui n'avait jamais fait de patin. John Beck joue Moonpie, le fidèle ami de Jonathan. On l'a vu au cinéma dans Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah en 1973 et dans Woody et les robots, la même année, de Woody Allen. De nombreux rôles à la télévision également, dont Mannix, Mission Impossible. On retrouve Moses Gunn, acteur de théâtre établi qui fit quelques apparitions remarquées au cinéma. Pour les fans de films fantastiques, on le retrouvera dans la 9e configuration de William Peter Blatty, Amityville 2, Les Possédés de Damiano Damiani et L'Histoire sans fin de Wolfgang Peterson. Maud Adams joue Ella, l'ancienne compagne offerte par la compagnie à son sportif, et pour laquelle Jonathan a développé des sentiments, ce qui ne fait pas partie du contrat en ce temps où toute individualité est sacrifiée aux puissantes sociétés corporatistes. Ancien mannequin, on la verra dans 2 James Bond, Octopussy et Dangereusement Vôtre, entre autres apparitions cinéma, ainsi que dans des séries télé des années 70 comme Starsky et Hutch, Hawaii Police d'État, Kojak. Jay Wilson cherchait des femmes au physique parfait pour représenter une société privilégiée qui avait accès aux plus hautes aspirations. On retrouve cette beauté naturelle chez la magnifique Pamela Hensley qui joue Mackie. On l'a vu dans des épisodes de L'homme qui valait 3 milliards, ainsi qu'en Princesse Ardala dans la série de SF délicieusement kitsch Buck Rogers au XXVe siècle. Pour incarner les marionnettistes dans cette société corporatiste, Jay Wilson fait appel à John Houseman, décrit par le réalisateur comme le mal absolu dans cette histoire d'anticipation. Il livre une performance glaçante et menaçante à souhait. James Caan incarne un champion sportif qui veut bien faire mais se retrouve confronté à sa conscience, à une partie humaine en lui qui refuse son annihilation sociale et finit par devenir le symbole d'une individualité qui ne se laissera pas écraser par un système totalitaire. Il devient une menace car il incarne cet électron libre, plus grand que le jeu lui-même, capable de réveiller et d'inspirer les foules. James Caan l'incarne à merveille, tout en montrant ses failles, ses doutes, ses questionnements. Toujours dans un souci d'intemporalité, Jay Wilson utilise la musique classique pour sa bande originale. C'est le chef d'orchestre américain André Previn qui se charge des arrangements. On retrouve entre autres la fameuse toccata de Bach. Le film sera bien reçu en Europe, où sa critique de la violence est plutôt bien comprise. Aux États-Unis, le réalisateur raconte, quelque peu dégoûté, qu'on lui demande l'autorisation de reproduire le jeu. Le public a vu un film d'action et non une réflexion sur les dérapages de la société des années 70. Le film aujourd'hui s'avère plus moderne que jamais tant au niveau de sa forme que de son fond. Oui, les grandes corporations, que ce soit dans l'alimentaire, la santé, l'énergie et le transport, ont bien pris le pouvoir sur les gouvernements. Les grands groupes financiers possèdent des médias qui ont pignon sur rue et se livrent une bataille acharnée ouverte. Hormis le tournage à Munich, on filma les scènes d'intérieur au Pinewood Studio au Royaume-Uni. Le film rapporte 30 millions au box-office mondial pour un budget de 5 à 6 millions de dollars. Avec le temps, il a acquis un statut mérité de film culte et a même bénéficié d'un remake par John McTiernan, pas très apprécié du réalisateur, en 2002. Je vous recommande donc de découvrir ou de redécouvrir ce petit film, sans images de synthèse, avec de vraies cascades, mais aussi et surtout un propos de fond qui résonne fortement
avec notre société moderne, baignée dans les jeux de médias et un sport plus instrumentalisé politiquement que jamais. Bon film.